Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être présent. C'est vraiment cool d'avoir autant de monde que ça ce soir. On s'attendait plus ou moins à ça, mais c'est vraiment cool. Merci d'être là. Donc, bienvenue à l'événement Bistro Brain, sous thématique de psychologie pour ce soir. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Bistro Brain, c'est un organisme à but non lucratif qui a comme objectif de diffuser la science avec le plaisir, en faisant des activités comme ce soir, dans des bars, pour présenter la recherche d'une manière vulgarisée. Il y a aussi un podcast, Bistro Brain, La tête à Papineau, disponible sur YouTube et sur Spotify. Donc, la soirée pour ce soir, ça va être 4 présentations de 12 minutes chacune. À la fin de chaque présentation, il y a une période de questions de 5 minutes. Donc, j'ai demandé aux présentateurs, pendant la période de questions, de répéter les questions que vous posez, dans le but que toute la salle puisse comprendre les questions. Donc, merci aussi à nos commanditaires pour ce soir, les Fonds de recherche du Québec et l'Association générale étudiante de l'UQTR, qui permettent qu'on se retrouve ensemble à boire de la bière puis à parler de science. C'est vraiment cool. Donc, êtes-vous prêts à ce que ça commence? Alors, notre premier présentateur, c'est Mathias Boyer-Brosseau, qui est présentement au doctorat en psychologie profil recherche, dirigé par Simon Rigoulot et Sébastien Etu. Simon qui est là. Et pour ceux qui ont lu les titres des présentations, je ne sais pas si ça a fait comme moi, quand j'ai lu le titre de Mathias, il y a une chanson qui s'est mise dans ma tête. Ça m'a fait penser à Occupation double. Donc, le titre, je ne sais pas si on le voit, mais c'est Tes yeux croisent les miens. Clin d'œil à l'évolution. Donc, Mathias, je t'invite à monter sur scène. Oh, bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Salut! Comment ça fait? Ah, super. Il y a un laser au milieu. Il y a un laser au milieu. C'était pas le laser. C'est ça ici, le laser, c'est ça. Puis pour les avancer. Alright. Bon, ben, allez-vous bien? Êtes-vous prêts? Donc, ben écoutez, moi aussi, je dois dire que je suis quand même surpris de voir qu'il y a autant de monde ce soir. Bistro Brain, moi, pour moi, c'est toujours un plaisir d'y assister. C'est la première fois que je présente. Je tiens à remercier Élise et au comité organisateur de Bistro Brain. Je pense qu'ils se méritent une bonne main d'applaudissements. Honnêtement, c'est toujours un réel plaisir. Donc, bon, sans plus tarder, commençons. Effectivement, le titre de ma présentation, je dois admettre que, Occupation double jouait dans le background pendant que je faisais ma présentation. Puis, ça fait comme 15 fois que je parle de tout ça. Fait qu'à chaque fois, j'essaie de faire un titre accrocheur avec des petits jeux de mots avec genre les yeux puis le regard. Puis, je dois admettre que, après 15 fois, j'ai comme fait le tour. Donc, quand la chanson est venue, je me suis dit, c'est une bonne idée, on va la mettre. À taux d'applaudissement, y a-t-il du monde ici qui écoute Occupation double? Un peu de culture populaire. Bon, ben, je suis vraiment désolé pour tous, là, mais on parlera peut-être pas d'Occupation double ce soir. Mais, je vais quand même rendre ça comme le fun, puis je vais vous présenter, en fait, je vais vous introduire mon sujet en parlant d'une soirée, de brosse. J'essaie de faire du pouce avec le fait qu'on est dans un bar aujourd'hui. Puis là, je pensais pas qu'il y avait la moitié de mon séminaire évolutif qui allait être là aussi, mon comité de thèse. Donc, je vais peut-être changer quelques détails. Donc, écoutez, mon histoire, ça se passe il y a comme 2 ans et demi, 3 ans, à la Chasse-Galerie. Et dans mon jeune temps, au baccalauréat, il y avait un événement quelconque là, qui était très alcoolisé. Puis je me rappelle très bien que je suis revenu chez nous un peu chambranlant, puis que j'allais me coucher, puis je pouvais pas vraiment être couché parce que tout tournait, puis là, ça faisait dur mon affaire. Fait que là, je suis allé dans le salon, je suis allé sur mon divan, puis là, je
écouté la télévision, là, question de me faire changer les idées. J'ai mis Netflix, première chose que j'ai vue qui avait l'air intéressante, c'était un documentaire sur les primates. C'était complètement hallucinant. Alors, on voyait des gorilles puis des chimpanzés là, qui, leur société, comment ça se gérait, ils se faisaient des guerres, des affaires complètement hallucinantes, pour vrai. Puis, il y a une chose dans mon état de conscience altéré que j'avais comme un bug puis un fixe. Tout le long, j'ai rien écouté de ce qui se passait, j'ai regardé une seule chose chez les chimpanzés et les primates, puis c'était leurs yeux. Ça marche? Fait que là, dans le fond, le comité m'ont dit que j'avais pas le droit de mettre de vidéo. Fait que j'ai mis un GIF à la place. J'avais peur que ça marche pas, ça marche. Fait que bref, j'écoutais pendant 1 heure ça, là, avec mes yeux vitreux, genre. Puis, il y a une chose que j'ai remarqué, puis je vais faire usage du pointeur laser, c'est que leurs yeux sont noirs. Puis tout le long, je les regardais, puis j'étais comme, voyons donc, c'est vraiment comme démoniaque, là. On peut pas voir où est-ce qu'ils regardent. Puis bon, là, c'est un petit enfant qui est juvénile, qui est comme curieux, puis qui joue, mais c'est parce que les chimpanzés sont comme très agressifs. Fait que pendant l'émission, ils se chicanaient, puis ils se battaient, puis ils se tuaient. Puis là, quand ils se faisaient des démonstrations de dominance, leurs yeux noirs, laissez-moi vous dire qu'ils m'ont fait générer des émotions. Ça me faisait peur, presque, tu sais. On pouvait comme pas trop voir où est-ce qu'ils regardaient, on pouvait comme pas trop comme les lire, puis ça avait quand même un impact. Donc je me rappelle, j'avais pris un bout de papier, parce que oui, des fois je fais ça, puis j'ai écrit comme « Ah, Dieu, c'est vraiment fascinant, je veux regarder ça demain ». Puis là, ça, je me suis endormi, j'ai peut-être été malade. Puis le lendemain, j'ai relu mon bout de papier, puis j'ai dit « Ah oui, c'est vrai, tiens, je vais aller voir sur Google qu'est-ce que ça donne ». Puis je suis tombé sur une boîte de Pandore extraordinaire. Il y a un domaine scientifique de recherche qui est dédié juste à cette question. Pourquoi est-ce que les chimpanzés puis les gorilles ont des yeux noirs? Donc, j'ai tellement trouvé ça intéressant, en fait, que j'en ai fait mon projet de thèse. J'en ai même fait le sujet de ma présentation ce soir. Ça parle d'évolution, ça parle de biologie, ça parle de cognition, ça parle de psychologie. Je nomme l'hypothèse de la signalisation du regard, aussi appelée l'hypothèse de l'œil coopératif. Pas pire. Donc, dans le fond, c'est quoi cette hypothèse-là? En fait, ça fait comme 20 ans qu'elle commence à être opérationnalisée, puis testée, puis validée. Puis c'est vraiment intéressant. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est que c'est des primatologues, au départ, qui ont étudié les yeux de tous les primates. Puis ce qui est intéressant avec les primates, c'est que, les humains font partie de la phylogénèse, de la branche évolutive des primates. Puis ça part de humains, puis ça se rend jusqu'aux lémurs, OK? Ce qui est intéressant avec les yeux de toutes ces espèces, c'est qu'ils sont vraisemblablement similaires. Ils sont presque identiques, en fait, au niveau de leur structure, puis au niveau de leur fonctionnalité. Donc, l'ensemble des primates, surtout, on compare souvent les humains avec leurs cousins génétiques, là, les hominidés. Donc, on parle ici de gorilles, de primates, de orang-outans, pas de primates, mais de gorilles, de chimpanzés, de bonobos, de orang-outans. Leurs yeux sont très, très similaires aux nôtres. En fait, ils voient aussi bien que nous. Leur acuité visuelle est très similaire, puis la vision des couleurs, on suppose aussi qu'elle est très similaire. Mais l'humain se distingue particulièrement au niveau de leur œil par rapport à l'ensemble des autres primates. Puis ce qui est intéressant, en fait, c'est que cette différenciation-là se fait au niveau d'une seule composante près de l'œil. C'est pas la pupille, c'est pas l'iris, c'est la sclérotique. La sclérotique, c'est quoi? C'est comme le blanc de notre œil, comme j'ai parlé tantôt. Puis là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que chez l'humain, les études tendent à proposer que non seulement l'humain est l'espèce de primate dont la sclérotique est la plus élargie, mais c'est aussi celle qui est la plus dépigmentée. Donc, on se rappelle tantôt quand j'ai mentionné que la plupart des primates ont les yeux noirs. C'est vrai. En fait, ce qui arrive, c'est que chez ces espèces, on remarque souvent comme un continuum de pigmentation. C'est-à-dire qu'il y a des gorilles qui ont des yeux blancs, mais il y en a aussi qui ont des yeux noirs, puis il y en a qui ont des yeux bruns, puis tout ce qui est au travers. On n'a pas ça, nous, chez l'humain. Il y a des variations très minimes, là. Je ne rentrerai pas dans les détails au niveau du blanc dans le blanc. Mais globalement, l'humain a une sclérotique très grande et très blanche. Donc là, ces chercheurs se sont demandé si c'était le fruit d'un hasard, parce que ça arrive dans les processus évolutifs, ou alors si cette différenciation-là aurait eu un rôle à jouer dans l'évolution de l'espèce humaine. Puis là, ça fait 20 ans qu'on se pose la question, puis qu'on teste, puis
pour l'instant, on ne sait pas encore, mais on a vraiment trouvé des rôles très importants au niveau de la sclérotique. Ce rôle est au niveau de l'identification du regard. Comme on peut voir ici, un gorille avec une sclère noire, qui regarde, on est capable de lire son regard. T'sais. Mais c'est plus difficile de le faire, surtout si l'espèce est très éloignée. Contrairement à l'humain, qui vont faire sa grande sclérotique et sa couleur, c'est très, très, très facile de suivre le regard de ses congénères. Puis ça a une importance très importante dans l'évolution de l'humain. Okay? Ce que la littérature propose, en fait, c'est que la sclérotique humaine, par sa taille et sa couleur, facilite l'identification du regard chez les primates et chez les humains. Okay? Optimise les capacités de communication non verbale, parce que les primates, surtout les humains, parlent beaucoup avec leurs yeux. Donc, avoir des yeux plus lisibles permettrait d'optimiser les capacités de communication non verbale, forcément. Aussi, ça facilite, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça facilite aussi la prédictibilité de l'espèce, parce que on est capable, en fait, la littérature suppose qu'on est capable de prédire, à la fois au niveau comportemental qu'au niveau affectif, nos congénères, juste avec l'activation, puis l'activité plutôt du regard. Et tout ça aurait favorisé les attitudes sociales et coopératives. Donc, ça fait du sens, tu sais, dans un groupe, plus on est capable de communiquer aisément, puis être capable de se prédire, plus on aurait tendance à faire confiance à nos congénères, puis à s'entraider dans des tâches collaboratives, ou même compétitives. Donc, dans le fond, ce qui est supposé dans l'hypothèse que je vous ai mentionnée tantôt, c'est qu'il y a eu un gros et long processus de façonnement évolutif. Donc, ce qui est supposé, c'est qu'ancestralement, les humains ou les proto-humains auraient eu des sclérotiques de couleurs et de formes très similaires à l'ensemble des primates, qui auraient eu des dérives génétiques sclérales normales, c'est-à-dire certains humains auraient donné naissance à des humains avec des yeux un peu plus grands puis un peu plus pâles. Ces humains auraient eu un trait adaptatif grâce à leurs aptitudes de communication non verbale augmentées puis à leur prédictibilité. Ceci aurait été un trait qui aurait été sélectionné dans des processus de sélection sexuelle, c'est-à-dire qu'on aurait plus eu tendance à vouloir coopérer, puis à vouloir socialiser ou voire même se reproduire avec ces espèces. Ce processus aurait eu lieu sur des centaines de milliers, voire même peut-être des millions d'années, ce qui aurait résulté aujourd'hui à un œil totalement différent chez les humains par rapport à l'ensemble des autres primates. Puis là, ce qui est intéressant, Ce qui est intéressant, en fait, c'est que d'habitude, quand il y a des longs processus évolutifs comme ça, il y a toujours des petits restants dans l'espèce moderne. Puis là, ce que la psychologie évolutive tente de explorer, c'est que, est-ce qu'il y aurait des impacts de ces processus évolutifs dans la vie moderne au niveau de la sclérotique? Okay? Donc là, depuis 10-15 ans, au niveau de la coloration, ça a été fait. Donc, les études tentent à démontrer qu'effectivement, plus les stimuli, parce que c'est du visage qui a été utilisé, mais plus les stimuli ont des sclérotiques foncés, moins on aurait tendance à leur faire confiance, à les trouver attirants, à les trouver jeunes, à les trouver en santé physique. Puis il y a même des attributions qui sont faites au niveau des émotions. Okay? Donc on a tendance à les trouver moins de bonne humeur, plus tristes, plus colériques. Okay? Au niveau de la taille, par contre, c'est pas encore exploré. C'est là que mon projet de thèse vient jouer un rôle. Je ne parlerai pas trop de mon projet de thèse, je vais juste le survoler, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir m'accrocher, je suis là toute la soirée. Donc, au niveau de la taille d'exposition sclérale, on remarque que, dans nos expériences, plus un visage a une grande taille de sclérotique, plus on aurait tendance à les trouver attirants, dignes de confiance, plus on aurait tendance à vouloir coopérer avec, et plus on les estimerait élevés dans un rang social. Okay? Bon. Là, je vais bientôt clore ma présentation parce que j'ai largement dépassé mon 12 minutes. Puis tantôt, je vous avais promis que je n'allais pas parler d'occupation double, mais je dois admettre que juste avant de l'envoyer, je me trouvais pas mal cheap de mentionner occupation double dans mon titre, puis pas faire un petit clin d'œil sur la chose. Fait que, je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Puis puis pour vrai, là, un gros disclaimer, c'est pas pseudo-scientifique ce qui s'en vient, mais ça l'est vraiment pas loin, ok? C'est pas validé, là, je me suis amusé sur un coin de table. Je me suis dit, parce que j'écoutais Occupation double, puis là, je me suis dit, je regardais, puis là,
Ben maintenant, je suis comme maudit par mon projet de thèse parce que ça fait comme 3 ans que je mesure des sclères. Fait que ça fait comme des milliers de sclères que je mesure. Fait que quand je parle à du monde, maintenant, tout ce que je vois, c'est leurs yeux. Puis je fais comme, ah ouais, toi, t'as une grosse sclère, c'est quand même cool. Oh, toi, t'as une petite sclère, pauvre personne. Genre. Puis c'est vraiment une malédiction. Puis là, j'écoutais OD, puis j'étais comme, tabarouette, ils ont toutes des grosses sclères, c'est vraiment cool, oh my god. Il y a tellement un lien, tu sais, à faire, oh my goodness. Tu sais, c'est une émission, pour ceux qui connaissent pas, Classe en double, c'est une émission sur les jugements sociaux, puis l'attirance, tu sais, on met du monde beau, puis on les regarde se juger entre eux, puis nous, on les juge se juger, tu sais. Fait que c'est super comme pertinent. Fait que là, j'ai passé 3 heures de ma vie à mesurer tous les yeux de tous les candidats dans des screenshots que j'ai faits, OK? De manière, encore une fois, pseudo-scientifique, hein, dans des méthodes non validées, non standardisées, j'ai besoin de le dire. Puis j'ai décidé de les comparer, en fait, à 2 grandes banques nationales de visages qui est utilisée dans la recherche, hein, la Chicago Face Database, puis la Karolinska Directed Emotional Faces, OK? Fait que je les ai comparés, ces 28 participants-là, à 250 plus visages, puis j'ai fait genre des petits tests, puis des différences de moyenne, puis des tests non paramétriques, juste pour voir s'il y a des petites différences. Mais j'ai promis à du monde que je parlerai pas de stats aujourd'hui, fait que je vais juste vous montrer les graphiques, sans rentrer dans les détails. Puis ben, on remarque que de manière non scientifique, on remarque qu'effectivement, dans l'occupation double, les participants ont en moyenne 3% de ratio de taille sclérale de plus que dans l'ensemble de la population normale. Ce qui, bien, favorise leurs aptitudes de communication. Fait qu'encore, on les verra à la télévision, fait que, ah, ouais, je vois qu'est-ce que tu dis. Puis, ben, ils seraient peut-être plus attirants. Point d'interrogation en gras. Bon. Là, la fin approche, puis je sais pas trop comment conclure ça. Qu'est-ce que je veux que vous vous rappelez de cette présentation farfelue et complètement désorganisée? Ben, pas grand-chose, parce que ce que j'ai fait, c'était pseudo-scientifique. Mais ce que je veux au moins laisser comme message, c'est que, ben, la science, ça part par la curiosité, OK? Puis si j'avais pas eu des événements farfelus dans ma vie qui m'avaient puis j'avais pas laissé ma curiosité m'amener au bout de ses fins, ben je serais pas rendu ici au doctorat en ce moment, puis je serais pas rendu ici sur scène. Fait que si jamais vous avez des idées farfelues, complètement loufoques, que tout le monde vous dit « Qu'est-ce que tu fais de ta vie, j'en fais pas ça », ben suivez-les, parce que peut-être qu'un jour, vous allez être pogné à mesurer des yeux des personnages d'occupation double pendant 4 heures de votre temps. Merci. J'ai droit à 2-3 questions. À main levée. Oui, ici. Bon. C'était pas une question. Merci à ma maman qui est venue ici ce soir. Faire un commentaire très pertinent. Merci, je t'aime. Une question? Oui, William. Ben ça, c'est quand même très intéressant. C'est comme genre la question qu'on se fait toujours poser, tu sais, est-ce que les yeux pâles sont mieux jugés que les yeux foncés? Puis, ben, je sais pas si vous saviez, mais il y a vraiment un gros domaine de littérature sur le sujet. Puis le domaine n'est pas très clair. Les autres composantes des yeux, chaque trait du visage est nécessaire à la formation de jugements sociaux, de premières impressions, les yeux y compris. Ça peut être par leur taille, mais ça peut aussi être par leur forme. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai pas parlé aujourd'hui, mais qu'il y a vraiment une grande littérature sur le sujet. Au niveau de la couleur des yeux spécifiquement, c'est un débat actuel. Les tendances tendent à proposer que les yeux plus pâles sont jugés comme étant plus attirants puis plus dignes de confiance, mais c'est pas pour tous les visages puis c'est pas pour toutes les populations. Ce qui est quand même intéressant, qui fait du parallèle à ce que je présente, c'est que, ben, en fait, en 2020, je pense, il y a un article qui a été publié qui montre qu'en fait, la couleur de l'iris influence aussi la capacité à identifier le regard des autres. Donc, les gens qui ont des yeux comme bleus ou très très pâles, ben, en fait, la pupille est encore plus distincte qu'un individu qui a des sclères blanches mais qui a des yeux comme foncés. Donc, ça pourrait permettre de voir avec une plus grande précision où les gens regardent. Ça pourrait faire du lien avec les jugements sociaux, comme on parlait. Vas-y donc.
Alors, ah oui, je vais formuler la question. La question c'était, est-ce qu'il y a des différences culturelles? On suppose que oui, mais ça n'a pas encore été exploré parce que c'est quand même très difficile à faire. On peut y aller avec l'ethnicité, on peut y aller avec le concept de quote-unquote race, on peut y aller avec le concept de géolocalisation. Il y a des études qui l'ont fait comme en 2023 cette année, puis ces études-là démontrent qu'il n'y avait pas vraiment d'impact lié. Puis eux, c'était avec genre la race, quote-unquote. Donc, ces études avaient démontré qu'il n'y avait pas d'effet. Mais clairement que la culture a un rôle à jouer au niveau de la formation de jugements sociaux. C'est sûr que ce serait intéressant d'approfondir cette question-là. Mais je n'ai pas la réponse, malheureusement, ce soir. Oui? Ah, ça aussi, c'est une bonne question. OK. La question, c'était, est-ce qu'il y a un impact sur les jugements sociaux puis les gens qui portent des lunettes ou voire même des lunettes de soleil? Encore une fois, c'est un domaine de la science qui n'est pas beaucoup exploré, donc j'ai pas comme les chiffres à te donner. Mais une chose est sûre, c'est que oui, porter des lunettes, que ce soit des lunettes ou des lunettes de soleil qui masquent en fait le regard, a une grande, on le sait, là, a une importance liée à la formation de jugements sociaux. Maintenant, la question c'est quels sont cet impact, puis dans quelle direction c'est fait, puis dans quel contexte. Ça, malheureusement, ça n'a pas encore été exploré parce que c'est comme une drôle de question de recherche à prouver, genre. Mais ça serait vraiment intéressant de l'explorer, en fait, dans un futur, ça, c'est sûr. Merci. C'est fini pour les questions. Merci. Merci Mathias pour ta présentation. Donc, on va passer à notre deuxième présentatrice de ce soir, Leila Moustapha Kara, qui s'intéresse et est au doctorat en sciences biomédicales et elle s'intéresse au lien, à la place du voyage dans notre perception avec notre corps. Donc, elle va faire sa présentation qui s'intitule « Les couleurs du voyage, raconte-moi ton voyage ». Donc, je vous invite à accueillir chaleureusement Leila. Merci beaucoup. Désolée, j'ai mis un peu de temps à atteindre la scène. Effectivement, moi aujourd'hui, je viens démystifier avec vous le mythe du voyage. Parce que je pense que vous connaissez tous à peu près ce mot-là, et peut-être que vous l'avez déjà tous expérimenté au moins une fois dans votre vie. Alors, pour commencer, on s'est dit, le plus logique, c'est de vous demander votre avis à vous. On va y aller avec deux exemples. Si on prend par exemple une personne qui va à la plage en vacances pendant une semaine, et qu'elle passe globalement toute la journée, chaque semaine, au même endroit, et qu'elle fait les mêmes activités, donc se baigner, puis profiter du soleil et bronzer un peu. À main levée, qui dit que c'est un voyage? Quand même, une grande majorité. Super. Un deuxième exemple. Maintenant, un groupe d'amis qui va partir le temps d'un après-midi dans un jeu d'évasion. Pendant 1 heure, ils se plongent dans un monde complètement imaginaire, ils se divertissent et ils essayent de résoudre une énigme. Encore une fois, à main levée, qui pense que ça c'est un voyage? Il est un petit peu plus dur celui-ci. En fait, ces deux exemples, cet exercice-là, il me permet juste de vous dire que le mythe que je viens de démonter aujourd'hui, c'est que oui, quand on pense que c'est facile de définir le voyage, pas tellement. Et vous avez peut-être entendu dire la plupart du temps, ou même vous le dites quand vous voyagez, moi je sais ce que c'est. Le voyage, c'est l'évasion, c'est se dépasser, c'est aller rompre un peu avec le quotidien. Puis vous avez raison, franchement, c'est ça. Mais ça, ce que vous venez de dire ou ce que vous venez de penser, c'est ce que ça apporte le voyage. C'est pas ce que c'est réellement. Alors on s'est demandé, est-ce que c'est possible de le définir vraiment de façon très catégorique? Alors on a essayé de recouper un peu toutes les sources scientifiques. Puis qu'est-ce que ça dit globalement? C'est que le voyage, c'est l'action de se déplacer. De se déplacer dans une autre ville, un autre pays, ou juste tout simplement un autre endroit. Et dans le voyage, il y a absolument un point de départ et un point d'arrivée, mais surtout, il faut qu'il y ait un retour au point de départ, ok? Peu importe quand, mais un retour. Et le fait qu'il y ait un point de départ et un point d'arrivée,
ça veut dire que dans le voyage aussi, il y a plusieurs étapes. On a l'avant. L'avant, c'est le moment où on va tout préparer, là, on se dépêche de faire ça, puis on rêve, on est déjà là-bas. On a le pendant et on a l'après. Excusez-moi avec le micro. On a l'après. L'après, c'est le moment où, par exemple, on montre les photos à ses amis. Et là, on est encore un peu là-bas dans nos cœurs et dans nos têtes. Alors le truc, c'est que personne n'a réussi à définir c'est quoi le temps minimum et maximum d'un voyage. Ni même définir c'est quoi la distance minimale requise pour dire que ouais, là, ça y est, je suis partie en voyage. Et donc, pourquoi ? Parce qu'avant tout, on s'est rendu compte que le voyage, c'est une expérience personnelle. Donc, il n'y a que vous et vous-même qui pouvez dire « Ouais, ça y est, moi, je suis un voyageur ». Et d'ailleurs, il y a une grosse question à chaque fois, c'est « Vous préférez vous définir comme voyageur ou plutôt comme touriste ?» Et parce que depuis la nuit des temps, en fait, on fait la différence. Parce que dans notre inconscient, le touriste, c'est la personne plutôt passive, qui va se déplacer juste pour se divertir. Tandis que le voyageur, c'est la personne active, qui va chercher par soif de connaissances, qui va vraiment acquérir de la culture, etc. Comme si c'était un peu une question de bien et de mal. Mais aujourd'hui, ça fait vraiment plus de sens de faire la différence, parce que globalement, le voyageur et le touriste, ils finissent par faire les mêmes activités aux mêmes endroits. Et pourquoi on le voyait souvent sous l'angle du bien et du mal ? C'est parce que historiquement, un voyage, ça devait toujours être utile. Okay ? Et c'est apparu avec les grands tours. Bon, depuis la nuit des temps, les voyages doivent être utiles avec les marchands, les commerçants, etc. Mais avec les grands tours, c'est apparu encore plus. Parce que comme son nom l'indique, les grands tours, c'est des voyages circulaires qui étaient réservés vraiment à l'aristocratie anglaise pour aller apprendre d'un autre monde et surtout revenir expliquer et transmettre la connaissance. Et c'est dans ce même état d'esprit de l'utilité du voyage qu'on a aussi la figure du pèlerin. Le pèlerin, c'est lui qui va voyager pour aller se rendre dans un lieu de dévotion, puis s'élever un peu spirituellement et essayer de trouver la guérison autant spirituelle que physique. Donc on commence de plus en plus à s'intéresser au corps dans le voyage, parce que le corps, c'est la santé. Et peut-être que vous avez déjà entendu vos parents ou vos amis dire « sors un peu prendre l'air, ça va te faire du bien ». Et ça, en fait, c'est le médecin Richard Russell qui a inventé cette expression, parce que ça a été le premier médecin à envoyer ses patients en voyage pour prendre soin de leur santé. C'est lui qui a initié tout ce qu'on peut dire les retraites balnéaires, parce qu'il était vraiment convaincu des bienfaits de l'art marin sur le corps, etc. Et on arrive au voyage d'aujourd'hui. Le voyage d'aujourd'hui, il est fait pour rompre avec le quotidien, expérimenter la différence et surtout se divertir. Alors, ça ne veut pas dire que le voyage, là, il est plus vu sous l'angle de l'utilité. Ça veut juste dire que maintenant, on accepte et on assume la notion de loisir et de plaisir dans le voyage. Mais en gros, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est simplement que les formes et les raisons d'un voyage, elles sont variées, ok ? On peut voyager par plaisir, pour apprendre, professionnellement, pour aller voir la famille. Il y a autant de voyages que d'êtres humains dans cette salle et sur la planète. Et vous l'avez compris, chaque fois qu'on essaie de définir le voyage, on est obligé de dire ce que ça apporte. Ce que ça apporte psychologiquement et physiquement. Et le point commun dans tout ça, c'est le corps. Le corps, il est vraiment central dans le voyage. Pourquoi ? Parce que le voyageur, c'est un être humain qui déplace son corps dans un espace-temps. Alors du coup, moi, dans ma thèse, je m'intéresse à la façon dont le corps il est mobilisé dans le voyage, et j'y vais sous un angle psychologique, parce que je m'intéresse à l'image du corps. Pourquoi ça ? En fait, on a commencé par faire une petite revue de la littérature pour comprendre tous les éléments qui parlent de l'image du corps et du voyage. Et on a trouvé des trucs vachement intéressants. Par exemple, dans notre société actuelle, on a un modèle corporel qui est plutôt un seul modèle, dans nos sociétés occidentales, et c'est le modèle surtout mince et musclé. Dans d'autres sociétés, si on se déplace ailleurs dans le monde, on a d'autres modèles corporels. Donc en gros, le voyage, ça devient un moment d'aller expérimenter la différence, ok ? D'aller expérimenter différents modèles culturels corporels. Par contre, le voyage, quand il est plutôt synonyme de vacances à la plage, c'est un lieu où les pressions liées au corps, elles reviennent en force. Et peut-être que ça vous est déjà arrivé de vous sentir un peu mal à l'aise sur la plage en maillot de bain, de ne pas avoir envie d'aller vous baigner parce que vous aviez peur de ce qu'on allait penser de votre propre corps. Après, au-delà des apparences, le voyageur, c'est aussi celui qui sollicite sans arrêt ses sensations corporelles. Pourquoi ?
Parce que quand on voyage, on visite en marchant, ou peut-être qu'on va aller expérimenter des danses locales, je sais pas. Mais ça fait que tout ça, c'est des expériences corporelles qui fait qu'on va se rappeler du lieu. On se rappelle du lieu parce que tel jour, quand on a visité tel monument, il faisait super chaud. Puis on n'a pas arrêté de marcher. Et ça, tous ces ressentis-là, ça fait qu'on se souvient encore plus de la destination. Pareil, quand on a visité le monument, on se rappelle qu'on était tout petit par rapport au gros monument, parce qu'on a pu le voir de nous-mêmes avec notre corps. Et ça n'avait rien à voir avec toutes les photos qu'on a pu voir auparavant. Et en dernier lieu, le voyage aussi, dans le voyage, notre corps, c'est lui qui nous permet de nous rappeler du plat, du goût, de l'odeur, et ce qui fait qu'on a plus ou moins aimé la destination aussi ou pas. Alors si le corps il est aussi central dans le voyage, je me suis permis de m'intéresser à une population pour qui l'image du corps, elle est aussi centrale. C'est les personnes qui présentent des attitudes et des comportements alimentaires dysfonctionnels, voire des troubles des conduites alimentaires. Pour cette population, l'image du corps, elle est mise à rude épreuve et elle est plutôt négative. Alors, qu'est-ce qui se passe si ces personnes-là, on leur fait expérimenter un voyage dans lequel le corps, il est vu autrement que par l'image qu'il renvoie? Qu'est-ce qui se passe, par exemple, si le corps, il est fait pour aller rencontrer des gens, aller rencontrer d'autres corps, expérimenter des tas d'activités, puis encore une fois, aller goûter plein de choses pour découvrir? Donc ça, c'est vraiment le sujet de thèse et ce qu'on est en train d'expérimenter pour le moment. Vous l'avez compris, le voyage, il apporte autant au corps que le corps, il apporte au voyage. Pourquoi? Parce que quand on essaye de démystifier le mythe du voyage, c'est pas si facile que ça. Parce que dès qu'on parle de voyage, on est obligé de parler des apports que ça a. Et les apports que ça a, le problème, c'est que c'est hyper subjectif. Alors, je me permets, pour les quelques minutes qui me restent, d'aller un peu plus loin et d'aller démonter un deuxième mythe, parce que, tout comme mon prédécesseur, j'avais envie de parler d'une expérience personnelle qui m'a fait comprendre à quel point on est vraiment différent face au voyage. Et cette expérience-là, en fait, c'est lors d'un voyage où j'ai rencontré, on va l'appeler par exemple Jack, ok? Jack, il m'a fait me rendre compte que pour pouvoir comprendre ce qu'est le voyage et aussi bénéficier des apports du voyage, autant faut-il pouvoir expérimenter soi-même le voyage. Et le truc, c'est que moi j'ai toujours cru qu'on était... En tout cas que la plupart des personnes sur la planète, elles étaient plus ou moins libres de voyager. Et que si on ne peut pas voyager, c'est surtout une question d'argent ou peut-être de temps. Mais être libre de voyager, finalement, ça va bien plus loin que ça. En gros, ça c'est Jack. Jack, c'est un gentil humain comme vous et moi. Il vient de finir ses études en design intérieur et son rêve, c'est de faire le tour du monde. Petit planète. Le truc, c'est que Jack, ses opportunités de voyager, puis sa liberté surtout, elle est plutôt minime parce qu'il est juste pas né au bon endroit. Et donc il n'a pas le bon passeport. Pour vous donner un angle de comparaison, moi, en tant que Française, j'ai la chance de pouvoir visiter environ 150 pays dans le monde. Sans visa, ça veut dire qu'aujourd'hui, après la présentation, je peux prendre mon sac à dos et partir. Bon, ça dépend du temps de préparation que tout le monde a besoin pour partir en voyage. Mais c'est à peu près ça. Et pour le passeport canadien, vous le voyez, c'est quasiment la même chose. Pour Jack, ça n'a rien à voir. Avec le passeport qu'il a, voyager, c'est être confronté à de nombreux obstacles tout le temps. C'est devoir prévoir des mois à l'avance le moindre de ses déplacements. C'est devoir fournir un nombre incalculable de preuves pour obtenir un visa. Et ensuite attendre pendant des semaines, des mois une réponse, voire même généralement attendre une réponse qui ne vient pas. Or bon, Jack, il a décidé de ne pas abandonner son rêve et d'y aller étape par étape. Il a tenté, son projet, c'est d'aller faire un voyage d'études de 6 mois en France, parce qu'il rêve d'apprendre le français, et occasionnellement parce que son frère y vit là-bas, donc il a envie d'aller le voir. Alors après de longs processus, pour effectuer sa demande de visa, elle a été refusée. 2 fois, sans aucune explication, donc sans aucun moyen de savoir ce qu'il doit faire. Alors pour lui, c'est un peu décourageant, puis voire même, si je reprends ses mots, c'est un peu humiliant aussi. Excusez-moi, je me permets de remettre. Alors, effectivement, ça, c'est une infime partie des difficultés auxquelles Jack il est confronté quand il s'agit de voyager pour aller voir sa famille, pour aller apprendre et étudier, ou juste pour se divertir. Alors, effectivement, non,
pour pouvoir bénéficier des apports du voyage et comprendre même ce que c'est un voyage, on n'est pas tous égaux face à ça. Et c'est pas qu'une question d'argent ou de temps, ça va être une question aussi de là où on est né et là où on vit. Mais le truc, c'est que j'ai pas envie de plomber l'ambiance, ok? Et Jack, lui, quand il m'a raconté ça avec moi, j'ai eu un peu les larmes aux yeux face à son histoire. Il a gardé le sourire, il m'a juste dit « Ouais, mais c'est pas grave, Leïla. Moi, si tu me racontes déjà tes histoires de voyage, ça me va. » Alors du coup, je vais juste terminer la présentation en disant « Je serais ravie d'entendre vos histoires de voyage et peut-être de les transmettre à Jack si vous en avez envie. » Merci. Oh, ok, parfait. J'ai le droit de prendre trois questions environ, si vous en avez. C'est cool s'il n'y en a pas. Oui, Justine, pardon. Je me demandais, toi, concrètement, dans ton projet de recherche, c'est quoi que tu as fait? Dans mon projet de recherche? Ok. Je vais juste répéter la question. Donc, la question, c'était concrètement, dans mon projet de recherche, qu'est-ce que je fais? Et donc, actuellement, dans mon projet de recherche, je suis à l'étape de l'expérimentation. Donc, mon but, c'est d'aller prendre une population de personnes qui présentent des attitudes et des comportements alimentaires dysfonctionnels, donc des troubles des conduites alimentaires, voire on va jusqu'à l'extrême. Et en gros, c'est une population française, donc 5 participantes, qui, cet été, vont venir au Québec. Et nous, on va essayer d'analyser qu'est-ce que cette expérience de voyage, elle fait sur leur rapport au corps. Donc, on va leur faire passer des tests avant de partir en voyage, pendant et après le voyage pour voir s'il y a eu des changements. On va leur faire passer aussi des entretiens qualitatifs pour aller comprendre un peu plus ce que les questionnaires vont nous dire, puis pour aller surtout comprendre et explorer leur rapport au corps là-dedans, puis voir quels sont les éléments du voyage qui vont venir changer ou pas les choses. Parce que vous l'avez compris, là, c'est pas facile de définir ce que c'est le voyage, puis il y a beaucoup trop d'éléments là-dedans pour savoir si c'est vraiment que le voyage ou d'autres choses là. Merci pour la question. Oui, Élise? Est-ce qu'il y a déjà des recherches qui ont été faites sur notre perception des aliments dans votre culture par rapport à la culture dans les autres cultures? C'est vraiment une bonne question. Et je vais la répéter du coup. En gros, la question c'est est-ce qu'il y a des études qui ont déjà été faites sur notre perception des aliments dans d'autres cultures, en tout cas dans d'autres pays? Oui, il y en a. Par contre, je ne connais pas toutes les études qui ont été faites là-dessus. Je suis vraiment désolée comme le micro. Mais effectivement, la plupart des études qui montrent, c'est que notre perception des aliments, dépendamment de là où on vient, elle va varier. Et c'est surtout la façon dont on va manger. Donc il y a des études qui montrent que, par exemple, notre rapport au corps, il va être différent si on a l'habitude de manger avec les mains, si on a l'habitude de manger avec des ustensiles. Et parfois, notre rapport au corps va être un peu plus flexible et positif si on est moins rigide dans notre façon de nous alimenter par rapport aussi aux normes des 3 repas par jour ou des choses comme ça. Mais je ne connais pas tout le reste des études, par contre. Désolée pour ça. Oui, je sais pas si... Si je comprends bien, tu disais en fait qu'un voyage est défini par le fait de retourner, en fait, d'où on part. Mais les gens, en fait, qui quittent leur pays, à ce moment-là, puis qui ne reviennent pas dans leur pays d'origine, on parle pas d'un voyage à ce moment-là? C'est une très bonne question. Merci. La question, c'est les personnes qui quittent leur pays d'origine et qui ne reviennent jamais. On ne parle pas d'un voyage dans ce cas-là. Alors, non, la plupart des études qu'ils mentionnent, dans ce cas, on va parler plutôt d'immigration. Et le truc, c'est que toutes les études qui existent sur le voyage et sur l'image du corps, c'est surtout les études qui parlent d'immigration. Donc, c'est les personnes qui ont quitté leur pays et qui se sont installées dans un autre pays. Puis là, il y a énormément d'études qui montrent justement l'impact négatif de ce processus-là d'immigration. Parce que les études, c'est souvent des personnes qui viennent de pays non occidentaux et qui viennent dans des pays occidentaux, ce qui veut dire qu'elles sont impactées par le modèle occidental qu'on vient de voir précédemment. Et donc, l'image du corps devient un peu plus négative pour ces personnes-là, parce que c'est prouvé que ce modèle n'est pas hyper bénéfique. Merci pour la question. Oui. C'est une super bonne question. En gros, la question, c'est pourquoi la France? Pourquoi la population viendrait de France? Pour être hyper honnête, c'est simplement parce que j'ai des partenariats là-bas avec une clinique française, donc la Croix-Rouge française, qui nous permet de faire venir des patients. Le truc, c'est que nous, en fait, on ne veut pas aller forcément voir l'influence du modèle corporel qu'on vient de voir. Ce qu'on veut simplement voir, c'est qu'est-ce que ça fait le voyage sur leur image du corps avec toutes les activités que ça implique. Donc c'est pour ça que pour l'instant, dans un premier processus,
on en arrive à là. Au niveau de l'éthique aussi, c'est difficile d'emmener des personnes vraiment dans d'autres pays différents parce qu'il faut pouvoir justifier ça. Mais ce serait peut-être une étape plus tard supérieure et prendre une population québécoise, pourquoi pas, puis l'emmener peut-être dans un pays d'Afrique du Nord pour lequel, parce que les modèles corporels sont différents. Merci pour la question. Oui ? Je ne sais pas si j'ai encore le temps. Oh, une dernière question. Oui ? Bien sûr, goûter la poutine. En fait, les activités prévues, ça fait partie du processus de voyage et du processus de recherche. C'est que nous, notre but, c'est d'aller les voir, genre, par exemple, 2 mois avant, de leur apporter plein de prospectus, de leur parler des activités à faire, et c'est eux qui vont choisir les activités qu'ils souhaitent faire, parce qu'on essaye de monter un voyage à leur image. Donc, ça fait partie du processus de recherche. On va documenter ça dès le début aussi. Merci pour la question. Merci Léla pour ta présentation. Donc, on est rendu à la moitié de la soirée. On va vous donner une petite pause. Donc, vous avez 10 minutes de pause si vous voulez aller aux toilettes. Donc, nous en sommes rendus à la dernière présentatrice de la soirée. Alors, c'est Juliane Béliveau qui est présentement au doctorat en psychologie, profil clinique, qui s'intéresse à la transmission des valeurs féministes de mère en fille et le lien avec comment les adolescentes se sentent bien dans leur corps. Donc, je vous invite à accueillir Juliane qui va vous présenter présentation. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente d'être avec vous ce soir parce que ce soir, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous et toutes. Parce qu'on a tous et toutes un corps, puis on a tous et toutes une relation avec notre corps. Puis depuis quelques années, on entend de plus en plus parler de l'importance que cette relation-là qu'on a avec notre corps, elle doit être positive. Puis ça, bien souvent, ça peut prendre la forme de messages comme « il faut s'aimer comme on est »,« il faut s'accepter avec le corps qu'on a »,« il faut embrasser nos imperfections ». Puis ça, bien, ça s'accompagne souvent de ce genre d'images-là, de femmes qui ont l'air donc heureuses, en bikini sur la plage, d'hommes super assumés devant la caméra. Puis ces images-là, puis ces messages-là d'acceptation corporelle, ils sont super importants. C'est pas ça que je remets en question ce soir. C'est important, c'est positif, c'est libérateur. Mais l'affaire, par contre, c'est que ça peut vite se transformer en une pression qu'il faut ressembler à ça pour avoir une bonne image corporelle. Puis même moi, qui travaille dans ce domaine-là, qui étudie le sujet à chaque jour, ben ça m'arrive encore aujourd'hui de me remettre en question à savoir si j'ai vraiment ma place dans ce milieu-là parce que ben, je ne ressemble pas aux femmes sur ces photos-là, puis je n'embrasse pas nécessairement mes imperfections. Mais ce que j'ai envie de vous partager ce soir, c'est que contrairement à ce qu'on peut penser, avoir une image corporelle positive, ben, ça implique pas d'aimer toutes les parties de son corps en tout temps. Puis que c'est correct d'avoir l'air de ça de temps en temps, puis c'est pas parce qu'on a l'air de ça qu'on a nécessairement une mauvaise image corporelle. Mais avant qu'on se lance dans le vif du sujet, je voulais vous faire un petit préambule sur qu'est-ce que l'image corporelle. L'image corporelle, c'est un concept qui est multidimensionnel. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs composantes à l'image corporelle. La première composante, c'est la composante perceptuelle. Donc, ça, c'est comment que je me vois dans le miroir. C'est quoi la perception que j'ai de mon corps? Pour certaines personnes, l'image qu'ils vont avoir dans le miroir, ça va être très proche de leur apparence objective, de ce qu'ils ont l'air réellement dans la vie. Mais pour d'autres personnes, le reflet dans le miroir peut être très distorsionné par rapport à leur apparence réelle. Puis ça, bien, ça peut mener à des préoccupations qui sont plus ou moins importantes pour l'image corporelle. Ensuite, il y a la composante cognitive. Donc, la composante cognitive de l'image corporelle, c'est toutes les pensées, les croyances qu'on peut avoir par rapport à son corps. Donc, on peut se demander, pour évaluer la sphère cognitive, est-ce que l'apparence physique, c'est quelque chose qui est important pour moi? Est-ce que j'accorde beaucoup de valeur à ça dans ma vie de tous les jours? On peut se questionner aussi sur nos croyances par rapport au corps. Est-ce que pour moi, c'est important de correspondre aux idéaux de beauté?
Ensuite, il y a la sphère affective. Donc, en réponse aux perceptions qu'on va avoir de notre corps, aux pensées qu'on a par rapport au corps, ben, il y a des émotions qui vont monter. Si on prend l'exemple d'une personne qui, quand elle se regarde dans le miroir, ben, elle se perçoit plus grosse que ce qu'elle est réellement. Puis en plus de ça, pour cette personne-là, c'est super important de correspondre à l'idéal de minceur. Ben, ça se peut que les émotions qui montent, ça soit de la tristesse, de la colère, voire de la honte par rapport au corps. Puis ça, ben, c'est ce qui nous amène à la composante comportementale de l'image corporelle, qui est, en réponse aux autres sphères, qu'est-ce que je fais par rapport à mon corps? Si on garde l'exemple de la personne qui n'est pas bien dans sa peau, bien, ça se peut que pour cette personne-là, elle ait des comportements plus d'évitement, où elle va, par exemple, cacher son corps sous des vêtements très amples, où elle va éviter de se regarder dans le miroir, éviter de se faire prendre en photo. À l'inverse, si j'ai une personne qui est bien dans sa peau, bien, pour cette personne-là, ça se peut qu'elle ait des comportements plus positifs par rapport à son corps, où elle va prendre soin de son corps, être à l'écoute de ses besoins, nourrir son corps à sa faim, par exemple. Donc, c'est ce qui m'amène à vous poser la question, puis c'est une question qu'on peut se poser individuellement, mais aussi socialement. Est-ce qu'on a tendance à voir notre corps plus comme une image? Est-ce que notre corps, pour nous, il existe pour être vu, pour être modifié, pour être critiqué, apprécié, admiré? Ou est-ce que notre corps, on le voit plus comme une machine, comme un véhicule qu'il faut entretenir de temps en temps, qu'il faut donner du gaz pour l'aider à accomplir toutes les tâches du quotidien? Donc, c'est de se demander, est-ce que dans notre vie de tous les jours, on a plus tendance à être dans la satisfaction corporelle, donc être satisfait ou non de l'apparence physique de notre corps, ou est-ce qu'on a tendance à être plus dans l'appréciation corporelle, dans l'appréciation puis la gratitude de tout ce que notre corps nous permet d'accomplir? Donc, c'est la première réflexion que je voulais un petit peu susciter. Puis ça, mais ça m'amène au premier point que je veux vous partager par rapport à l'image corporelle positive, qui est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, bien, l'image corporelle positive, c'est un concept qui est distinct de l'image corporelle négative. On a souvent tendance à penser que c'est deux concepts qui sont un peu le miroir l'un de l'autre ou les deux extrêmes d'un même continuum, mais non, c'est vraiment deux concepts qui sont distincts. Puis ça, bien, ça fait en sorte qu'on peut à la fois éprouver une certaine insatisfaction par rapport à une partie de notre corps et en même temps être capable d'apprécier puis de respecter ce que notre corps nous permet de faire. Fait que pour illustrer un petit peu ce dernier propos-là, j'ai envie de vous amener avec moi dans un exemple. Donc, imaginez-vous, vous êtes en randonnée avec vos amis, puis c'est l'été, il fait chaud, vous êtes en short, puis vos cuisses, c'est pas nécessairement la partie de votre corps que vous aimez le plus, soit parce que vous les trouvez trop grosses, trop petites, peu importe. Puis là, vous êtes en randonnée, puis vous montez la montagne, puis là, vous les voyez, vos cuisses dans vos shorts, puis sont toutes suantes, puis mon Dieu que c'est pas la partie de mon corps dont je suis la plus satisfaite. Mais à un moment donné, vous réalisez que, hey, si c'était pas de mes cuisses, là, ben, je serais pas en train de faire la randonnée avec mes amis en ce moment. Puis si c'était pas de la force que mes cuisses ont, ben, je serais pas en train de monter la partie la plus abrupte de la randonnée pour voir le magnifique paysage au sommet avec ma gang d'amis. Fait que c'est la première, c'est ça, c'est comme une réflexion que j'ai envie de semer, que on peut être insatisfait d'une partie de notre corps, mais en même temps être reconnaissant pour ce que cette partie de notre corps-là nous permet de faire. Donc là, on pourrait se demander, bon, bien, concrètement, c'est quoi, l'image corporelle positive? Bien, l'image corporelle positive, c'est d'adopter des attitudes qui sont positives à l'égard de son corps. Donc, on vient d'en parler un petit peu. Une première attitude positive, c'est d'être dans l'appréciation de ce que notre corps nous permet de faire, de ce que notre corps nous permet d'accomplir au quotidien. Puis ça peut prendre la forme de « Hey, mon ventre, là, c'est peut-être pas la partie de mon corps que j'aime le plus, mais mon ventre, il m'y a permis de porter mon bébé puis de donner la vie. » C'est pas fou quand même. Notre corps, ben, tu sais, l'escalade, je l'avoue, là, je fais de l'escalade un peu pour avoir ma petite paire d'abdos, mais je l'ai pas, ma paire d'abdos, elle apparaît pas. Mais c'est pas grave, mes abdos, c'est quand même ça qui me permet de faire de l'escalade avec mes amis. Une autre attitude positive par rapport à son corps, c'est d'être en mesure d'éprouver de l'amour pour son corps puis d'en prendre soin. Là, vite de même, cette phrase-là, on peut se dire qu'elle ne veut pas dire grand-chose, mais j'ai envie de l'illustrer par un exemple. On dirait que cette phrase-là, pour moi, ça me fait penser un peu à un parent avec son enfant. Tu sais, l'enfant, il a des besoins, le parent, il l'aime, il veut répondre aux besoins de son enfant. Des fois, c'est pas toujours clair qu'est-ce que son enfant a de besoin, mais le parent, il va essayer d'y répondre au meilleur de sa capacité. Puis c'est ça, tu sais, éprouver de l'amour, puis prendre soin de quelqu'un ici, de son corps.
Donc ça peut prendre la forme de « j'ai une grosse journée au travail, j'ai passé la journée assis derrière mon bureau, puis je reviens chez nous, puis j'ai comme des fourmis là, dans les jambes. Ben ça se peut que mon corps il ait besoin de bouger, puis c'est pour ça que je vais aller prendre une marche ou je vais aller faire un petit jogging, parce que j'écoute les besoins de mon corps, puis je vais essayer d'y répondre. » Éprouver de l'amour pour son corps, en prendre soin, ça implique aussi de porter des vêtements dans lesquels je me sens bien, dans lesquels je suis confortable. Puis porter des vêtements dans lesquels je suis confortable, dans lesquels je suis bien, ça implique aussi, tu sais, c'est correct de porter des vêtements qui nous font sentir bien puis qui mettent en valeur les caractéristiques de notre corps qu'on aime. Parce que l'image corporelle positive, ça implique pas de nier que notre corps a une apparence physique. Puis là, c'est pour ça que je veux vous emmener un peu avec l'icône du maquillage. On associe souvent le maquillage à quelque chose de négatif pour l'image corporelle. Mais moi, là, à chaque jour, je me mets un petit peu de mascara parce que mes yeux, c'est la partie de mon corps que j'aime. Je trouve que mes yeux, c'est une caractéristique qui est unique de mon corps, puis j'ai envie de mettre ça en valeur. Puis c'est pour ça, tu sais, que j'essaie du mieux que je peux de mettre cette caractéristique unique-là en valeur. Ensuite, une autre attitude positive qu'on peut développer à l'égard de son corps, c'est d'élargir notre conception de la beauté. Ça, je pense pas que c'est une surprise pour tout le monde. On en entend quand même de plus en plus parler dans les dernières années de l'importance de s'exposer à la diversité corporelle, de voir du beau dans des corps qui sont différents des idéaux de beauté. Donc là, tu sais, je vous ai mis des petites images, des petits comptes Instagram que vous pouvez suivre pour vous exposer à la diversité corporelle, mais élargir sa conception de la beauté, là. C'est oui, s'exposer à la diversité corporelle, mais c'est aussi de voir du beau dans autre chose que des corps. Puis ça, on se le fait pas souvent dire, mais c'est important. Suivez des comptes sur les réseaux sociaux de voyages, d'animaux, de cuisine, d'architecture. Il y a du beau dans autre chose que le corps humain. Puis ça, les études le démontrent. Sur les réseaux sociaux, moins on s'expose à des corps, bien meilleure est notre image corporelle. Puis là, tu sais, c'est bien beau avoir des attitudes positives à l'égard de son corps, mais veut pas, il y a des facteurs externes, il y a des facteurs sociaux qui gravitent autour de nous, qui peuvent menacer notre image corporelle. Puis l'image corporelle positive, ça implique aussi de développer, en fait, de filtrer l'information d'une manière qui est protectrice pour l'image corporelle. Puis moi, c'est un petit peu ça que mon projet d'essai doctoral où il vient s'insérer. En fait, c'est que nous, on a l'hypothèse que d'avoir une identité qui est féministe, d'avoir des valeurs féministes, ben ça pourrait peut-être contribuer à protéger l'image corporelle. Donc, tu sais, c'est pas un secret pour personne, je pense. Là, tu sais, oui, les insatisfactions corporelles, les préoccupations corporelles, ça touche les personnes de tous les genres, mais la société est quand même particulièrement exigeante et critique par rapport à l'apparence physique des femmes. Le corps des femmes va souvent être objectifié, va être vu comme quelque chose, justement, qui existe pour être désiré, pour représenter la féminité. Donc, d'avoir une identité féministe, bien, ça peut aider à filtrer, justement, puis à nous protéger des messages de la culture des diètes, de l'objectification du corps, des idéaux de beauté, de la pression que les médias vont exercer sur nous. Puis ça implique aussi, tu sais, peut-être d'être plus vigilant par rapport aux commentaires qu'on peut recevoir sur notre apparence physique. Puis j'ai envie de clore ma présentation en vous disant que l'image corporelle positive, bien, c'est aussi lié à notre perception que les autres, ils acceptent notre corps tel qu'il est. Donc oui, tu sais, l'image corporelle positive, c'est d'être plus doux, d'être plus bienveillant par rapport à son corps, mais c'est aussi de transposer cette qualité-là au corps qui gravite autour de nous. Donc, on a tous un rôle à jouer à ce niveau-là. Tu sais, qu'on soit un membre de la famille, un ami, un partenaire amoureux, on fait toute partie de la société. Donc, on a tous un rôle à jouer. Puis, comme dernière piste de réflexion, j'ai envie de vous demander si on laissait juste notre corps puis celui des autres exister, puis juste être dans la reconnaissance de ce que notre corps il nous permet de faire et de vivre au quotidien. Fait que merci beaucoup. Puis j'ai laissé un petit code QR si jamais vous connaissez des mères, des ados qui ont envie de participer à une étude sur le féministe. Passez le petit code QR. Puis je suis prête à répondre à vos questions, à entendre vos réflexions, ce qui monte aussi par rapport à tout ce que je vous ai dit. Oui, Fanny.
Oui, dans le fond, la question, c'est de savoir, tu sais, dans mon étude, c'est quoi dans le fond, les variables, qu'est-ce qu'on va mesurer. Dans le fond, nous, on regarde la transmission de l'image corporelle, la transmission de valeurs féministes de mère en fille. Donc, ce qu'on mesure dans un premier temps, on va regarder, tu sais, autant chez les mères, chez les filles, à quel point ils s'identifient aux féministes, puis chez les filles, à quel point ils perçoivent que leur mère est féministe, puis chez les mères, à quel point pour eux, c'était important de transmettre des valeurs féministes à leurs filles. Puis ensuite, on évalue au niveau de l'image corporelle, la satisfaction corporelle, l'appréciation corporelle. On regarde aussi les comportements alimentaires positifs, donc l'alimentation intuitive, le plaisir de manger aussi. Donc, c'est ce qu'on va mettre en relation. Est-ce qu'il y avait une autre question? Oui, Mathias. Oui, mais c'est vraiment une bonne question. La question, en fait, c'est si je vais mesurer l'aspect comme culturel en interaction avec l'image corporelle puis les valeurs féministes. C'est vraiment une bonne question parce que c'est vrai, tu sais, que l'image corporelle, c'est vraiment un concept qui est intersectionnel. Là. Ça va varier d'une culture à l'autre, d'un genre à l'autre, etc. Dans mon étude, malheureusement, on mesure pas ça. Tu sais, ça va être comme dans le questionnaire socio-démo. On pose ce genre de questions-là, mais c'est pas comme une variable à proprement parler, mais c'est une bonne question parce que c'est vrai que ça a une influence. Merci pour ta question. Oui. Oui. Ben oui, vraiment, oui, je comprends vraiment la question. Dans le fond, on me demande comment en fait qu'on va mesurer le féminisme, est-ce que ça va être plus être auto-déclaré ou si on va comme le deviner un peu par des questions moins précises. Dans le fond, notre questionnaire sur le féminisme, c'est vraiment simple, c'est que nous, on va regarder plus l'égalité homme-femme, parce que aussi il y a la culture, mais il y a aussi différents types de féminisme. Puis nous, on regarde, c'est ça, vraiment ces trois questions, à quel point, c'est ça, les hommes et les femmes devraient être égaux, au niveau des rôles sociaux, puis tout ça, donc ça va être assez droit au but, là. Puis on regarde aussi la perception, est-ce que, en tant qu'adolescente, je perçois que ma mère est féministe, puis en tant que mère, est-ce que je perçois l'importance de véhiculer des valeurs féministes à ma fille, puis comment que je m'identifie aussi, comme c'est vrai, en tant que féministe sur une échelle de 1 à 10. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Super. Ben, un gros merci. Merci beaucoup. Merci Juliane, merci tout le monde aussi pour votre belle écoute pendant toute la soirée. Donc c'était notre dernière présentatrice, c'est maintenant la fin, mais c'est pas fini. Si vous avez bien écouté au courant de la soirée, il y a un quiz maintenant que vous pouvez faire avec des prix à gagner. Dans le fond, c'est des questions par rapport aux présentations. Donc vous pouvez répondre, on vous laisse 10 minutes pour répondre. Donc juste avant là, que je vous laisse, je tiens à remercier les personnes, tous les bénévoles qui ont fait que cette soirée-là s'est réalisée. Donc, Justine qui s'occupait des PowerPoint pendant la soirée, Mathilde aussi à l'enregistrement, et aussi Gab et Rosemary qui font partie du comité qui étaient là ce soir. Merci tout le monde, merci à la Chasse-Galerie aussi de nous accueillir, de faire les bons nachos pour tout le monde. À nos commanditaires aussi, encore une fois, la GEQTR et les FRQ, Fonds de recherche du Québec.